Salut, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu et en même temps c'est normal puisque je passe mon temps à travailler. Pour ceux qui savent pas, je suis prof et je viens de démarrer dans ma carrière, donc je suis un peu sous l'eau. Et du coup j'ai décidé de filmer cette vidéo un peu à l'arrache parce que je ne suis pas dans le décor que j'aimerais avoir. Je ne suis pas maquillée comme d'habitude parce qu'en fait c'est soit je filme maintenant, soit je filme pas avant plusieurs mois, et je trouve que c'est dommage parce que j'ai envie de vous parler de bouquins maintenant et j'ai pas envie d'attendre. Donc voilà, c'est parti, on y va et je vais vous parler de ces titres que j'adore et que j'ai adoré découvrir ces derniers temps, donc voilà. Donc première chose, comme je vous l'ai dit, en ce moment je suis un peu sous l'eau, donc j'ai pas lu des masses de choses, mais j'ai décidé de vous parler des choses que j'ai le plus aimé ou qui m'ont le plus marqué ou le plus déçu. Enfin voilà, de faire une sélection de ces lectures importantes que j'ai eues ces derniers temps et dont j'ai envie de vous parler. Première chose, on va parler du manga Le Pacte des Yokai. En effet, il a été réimprimé, donc j'étais vraiment très curieuse de découvrir ce titre. Et donc je me suis ruée sur les premiers tomes. Pour le moment, j'ai dû lire 5-6 tomes, voilà, j'ai pas encore eu le temps de vraiment trop avancer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement des histoires autour de yokai, donc c'est des mondes japonais. On suit un personnage qui évolue dans ce milieu. Ça ressemble un petit peu au Cortège du Sang Démon dans le style, puisqu'on a des histoires un petit peu courtes et autoconclusives pour le moment. En tout cas, j'imagine qu'après ça va se développer un peu plus le nombre de tomes. Et voilà, on découvre l'univers par le biais d'un personnage et de ses mésaventures avec ses petites créatures. Et voilà, c'est un récit que pour le moment j'apprécie beaucoup. J'avoue que je me demande un peu où ça va nous mener sur tous ces tomes, parce que c'est quand même une série très longue. Mais c'est le genre d'histoire que j'aime bien lire occasionnellement, c'est-à-dire un tome par-ci, un tome par-là, parce que je trouve que c'est assez simple à lire, c'est prenant. On n'est pas obligé de s'enchaîner 10 tomes à la suite parce que les histoires se terminent. Et voilà, enfin, c'est vraiment un univers qui me parle, un univers que je suis contente de découvrir parce que j'entendais beaucoup de bien du Pacte des Yokai depuis longtemps. Et je me rends compte que j'aime beaucoup ces histoires fantastiques autour des yokai en général, que ce soit voilà, le Cortège des Sangs Démons ou Mushishi, même si c'est pas des yokai, je sais plus comment ils appellent ça, des mushi. Mais voilà, c'est ce folklore japonais un petit peu magique, proche de la nature, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et je trouve qu'esthétiquement aussi ça apporte vraiment des choses très sympas. Je vous montrerai un petit peu quelques planches de ce manga. Et voilà, je suis vraiment agréablement surprise. Je me demande encore une fois où ça va aller vu la longueur des tomes, mais je me dis qu'au pire je lirai le début puis je m'arrêterai si ça me saoule, et puis voilà quoi. Ensuite, une lecture qui m'a pris pas mal de temps, j'ai mis vraiment plusieurs semaines à le lire parce que j'ai un peu du mal à lire efficacement ces temps-ci. Je traîne un peu sur mes lectures, mais en même temps c'est pas un défaut puisque je les apprécie dans le temps. Il s'agit du manga Demande à Modigliani. Alors Demande à Modigliani, c'est un titre dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. J'avais lu les 2 premiers tomes et j'attendais d'avoir les tomes suivants pour lire tous les volumes en fait. C'est une série que j'avais beaucoup aimée dès le départ, et donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement lu la suite jusqu'à la fin. Alors pour ce qui est du scénario, on suit un groupe de 3 jeunes dans une école d'art, on suit un peu leur questionnement, leur vision de l'avenir en fait, parce que quand on suit des études artistiques c'est toujours un petit peu difficile de se positionner, de se demander ce qu'on va bien pouvoir faire. Et j'ai envie de dire, quand on fait des études globalement c'est des questions voilà, qui nous traversent l'esprit. Donc c'est un récit qui personnellement m'a beaucoup parlé, puisque en tant que jeune adulte, quand le récit a commencé à être publié en France et quand j'ai commencé à lire, j'étais moi-même étudiante et voilà, je viens juste de sortir des études. Donc c'est effectivement quelque chose de très frais dans ma tête et quelque chose qui me parle au niveau de ma situation. Mais je pense que ça peut parler à un public beaucoup plus large qui se retrouvera dans ces questionnements de ces 3 jeunes. Et voilà, j'ai plusieurs choses à dire. Premièrement déjà, graphiquement j'adore, c'est vraiment des planches magnifiques et très poétiques, très chargées, hein. Je pense qu'on aime, on n'aime pas, mais moi personnellement j'adore. J'ai même un ex-libris qui est dans mon salon, donc autant vous dire que c'est quelque chose que j'apprécie. J'aime beaucoup ces histoires qui sont encore une fois autoconclusives, c'est-à-dire que chaque chapitre est une petite histoire à part entière, même si on suit l'évolution de ces personnages sur tout le long de ces 5 tomes, mais il y a quand même voilà, des histoires qui s'arrêtent systématiquement, donc ça permet encore une fois une lecture sur un long laps de temps, ce qui a été mon cas puisque j'avais un peu de mal à lire, donc je pouvais faire des pauses dans ma lecture.
Et j'ai juste beaucoup aimé en fait l'histoire de ces 3 personnages que je trouve très touchante, très intéressante. J'ai beaucoup aimé notamment au début, je crois que c'est du premier au deuxième tome, l'histoire de liée mince, à Fukushima en fait, et au drame qui s'est passé là-bas, puisqu'il y a toute une réflexion autour de ça qui est liée à un des personnages. Et vraiment je garde un très bon souvenir de cette lecture. Par contre, s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que comme j'avais du mal à lire, quand même, je dois trouver un défaut à ce titre qui est que c'est bavard. C'est vraiment bavard et ça peut être peut-être agaçant pour les personnes qui n'aiment pas comment dire, les réflexions sur plusieurs pages autour de l'art, l'esthétique, le sens de l'art, l'importance de l'art dans une vie. Enfin voilà, c'est très centré sur ça, sur ces questionnements voilà, autour de l'art, et je pense que pour des personnes qui s'en fichent un peu de ce genre de réflexion, ça peut être peut-être un peu lourd. Donc voilà, moi j'avoue que sur la fin j'en ai un petit peu marre au bout du 5e tome, mais ça a été une très bonne lecture. C'est vraiment le seul défaut que je lui trouve, et je suis hyper contente parce que, attendez, ne bougez pas, je viens de recevoir, ah j'ai fait tomber le marque-page, le one shot de l'autrice qui vient de sortir en France. Ça s'appelle Bienvenue au Café des Chats. Donc comme son nom l'indique, c'est une histoire de chat. Ça a l'air hyper mignon et j'ai vraiment hâte de découvrir ce bouquin. Et en plus de ça, comme j'ai précommandé sur le site de l'éditeur, j'ai des petits goodies trop choux. Voilà. Waouh. Et encore une fois un ex-libris. D'ailleurs du coup je vous invite, quand vous aimez bien un manga de chez Nabad, à regarder si s'ils ne font pas des précommandes ou des choses comme ça, parce qu'en fait il y a pas mal de petits goodies qui viennent avec. Donc voilà. Ensuite, on va casser un peu toute cette positivité avec une déception. J'ai envie de la mettre au milieu comme ça, après hop on n'en parle plus puisque le reste c'est tout positif. Il s'agit du manga Yasha d'Akimi de Yoshida. Alors Akimi Yoshida, faut savoir que j'adore Kamakura Diaries, je trouve ça génial. J'ai beaucoup aimé Banana Fish, mais j'ai vu l'animé et en fait j'ai réessayé de me replonger dans le manga récemment, et j'étais, comment dire... j'ai arrêté parce qu'en fait je connaissais l'histoire et j'avais envie d'attendre un petit peu plus pour me replonger dans l'histoire et la redécouvrir en fait. Et du coup je me suis dit quand Yasha est sorti que c'était le moment rêvé pour découvrir une autre œuvre d'Akimi Yoshida que je ne connaissais pas, quelque chose de vraiment d'inédit pour moi, et j'étais vraiment hyper contente et j'attendais ça avec impatience. Et comment vous dire, le bouquin m'est limite tombé des mains. Je crois que j'ai pas fini le premier volume parce qu'en fait j'ai eu l'impression de lire Banana Fish 2 quoi. Et c'est pas un défaut parce que Banana Fish c'est très bien, mais voilà, j'avais l'impression de retrouver les mêmes enjeux, le même type de personnage principal, c'est le même type de relation avec ce personnage principal, le même type de dynamique, enfin je sais pas, j'ai vraiment eu un rejet en fait de ce premier volume, et du coup je suis vraiment frustrée parce que c'est une autrice que voilà, j'ai envie d'adorer. Je sais que son travail est vraiment riche et qu'il y a plein de choses à découvrir, et en fait j'ai été super déçue. Bon, seul truc, j'ai vu des gens dire que justement le premier volume c'était peut-être pas trop ça, mais que au niveau du deuxième volume ça a décollé un petit peu. Donc je vais voir, j'attends un peu, je vais lui redonner sa chance, mais j'avoue que là pour le moment, bah voilà quoi, si c'est pour lire un deuxième Banana Fish, Banana Fish est très bien quoi. Après vous avoir parlé d'une petite déception, on repart avec un titre que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de La concierge du grand magasin. C'est un one shot qui est publié par le Lézard Noir. Si je vous parle de la maison d'édition, c'est tout simplement parce que c'est une maison d'édition qui nous a habitués à un type de format assez classique. Et la première chose qui m'a un peu interpellée en m'intéressant au bouquin, c'est que tout simplement cette fois-ci, même si on retrouve le format classique, grand format, voilà, sans jaquette, l'intérieur du livre et des couvertures possède des motifs très jolis, et on a tout un petit paquet, un petit dossier d'illustrations couleurs qui sont très sympas, et j'avoue que ça a attiré mon œil au premier regard, et c'était une bonne chose puisque j'ai adoré ma lecture. Première chose, de quoi ça parle? Eh bien tout simplement d'une jeune femme qui
qui décide de devenir concierge dans un grand magasin et qui est en train de se former à ce métier qui consiste à conseiller en fait les clients du magasin et à les aider à s'orienter dans cette boutique immense sur plusieurs étages où on trouve finalement de tout. Ce qui est intéressant, c'est que les clients ne sont pas des clients tout à fait classiques puisque ce sont des animaux et notamment des espèces disparues ou en voie de disparition. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas seulement un critère esthétique, même si effectivement c'est assez cocasse de voir des mammouths se balader dans une grande boutique luxueuse et prestigieuse, mais c'est vraiment le cœur de l'histoire puisque chaque chapitre parle de ces espèces. C'est un récit qui est vraiment hyper bien documenté, on peut voir à la fin du volume toute une bibliographie autour de ça et ça se sent de toute façon quand on lit le bouquin. L'auteur a vraiment fait un gros travail de documentation et en fait la condition en fait de ces animaux, le fait qu'ils soient en voie de disparition est au cœur de l'intrigue, c'est-à-dire que le fait que voilà, ils sont les seuls représentants de leurs espèces c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de l'intrigue, qui justifie certains de leurs comportements, certaines de leurs réflexions. Et j'ai trouvé ça hyper touchant, ça permet de mettre en lumière finalement ces espèces qu'on a globalement tous oubliées et aussi de porter un peu une réflexion sur nos pratiques en tant qu'humains et l'impact qu'on peut avoir sur ces espèces. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien joué, très fin et en plus en un seul volume, donc voilà, ça se lit très facilement. Je pense que c'est le genre de titre que je vais facilement offrir, voilà, Noël approche, parce que c'est facile à lire, ça parle à beaucoup de monde et c'est beau, intéressant, trop chouette. Et voilà, je sais plus trop quoi dire parce que je m'éparpille un peu depuis tout à l'heure et ça fait plusieurs fois que je filme ce passage parce que je suis un peu trop passionnée. Mais voilà, j'ai vraiment adoré ce one shot et je suis hyper curieuse de découvrir le travail de l'auteur en fait, s'il a fait d'autres choses. J'avoue que j'ai pas creusé, mais voilà, gros coup de cœur. Ensuite, un autre titre sur lequel je n'aurais jamais parié, tout simplement parce qu'il fait partie de ces titres qui ressemblent de près ou de loin au manga en fait, de Kaoru Mori, Bright Stories et Emma. On en a eu des tonnes en France, il y en a eu des très bien et pas mal de très moyens. Et donc j'avais pas très envie de lire ce bouquin parce que je pensais que c'était une énième pâle copie du travail de Kaoru Mori. Et quelle erreur! C'est Laureline masochiste sur les réseaux qui m'en a parlé et qui m'a dit que c'était génial et qu'il fallait que je m'y mette. C'est un manga en 4 tomes, on a 3 tomes pour le moment en France et il s'agit de L'Oiseau d'or de Kainis. On va parler un petit peu du résumé et puis après je vous parlerai de ce que j'en pense et de la façon dont l'éditeur a mis en place la communication autour de ce titre parce que je trouve que c'est intéressant d'en parler. Première chose donc, c'est un manga qui nous parle d'une jeune femme qui écrit des romans au 19e siècle et qui a envie de se faire publier et pour ce faire elle choisit un nom de plume masculin et ça va aller un peu plus loin puisque son mensonge va la pousser à prendre une apparence masculine et à partir vivre à Londres sous le nom d'un homme avec l'apparence d'un homme, etc. C'est un manga qui a des raisonnements très intéressants autour de la question du genre, ce que ça fait de naître femme dans cette société, ce que ça fait finalement, quel est le poids du sexisme dans cette société et quelle est la pression qu'on a sur les femmes. Personnellement, je m'attendais pas du tout à ça en entendant parler du titre. Par exemple, je vais vous lire ce qu'a écrit Glénat. Le mot de l'éditeur sur Notision du coup de Glénat. Cette série en 4 tomes s'interroge sur le sexisme avec douceur. Candide mais lucide, Léa va trouver les réponses à ces questions au fil de ses rencontres londoniennes et vous offrira peut-être une autre façon d'aborder le shoujo. Comment vous dire, voilà donc candide mais lucide, interroger le sexisme avec douceur, je m'attendais pas vraiment à de vraies réflexions autour de cela, je m'attendais à un truc un peu cucul à praline et pas très intéressant. Et en fait si, c'est vraiment un titre super qui vaut le coup d'œil, que je trouve très abouti sur ces thématiques. En tout cas je connais pas beaucoup de titres qui rentrent vraiment dans ces questionnements. Bien sûr c'est un récit, hein, c'est pas un essai sur le féminisme, mais c'est vraiment une question centrale de ce titre. Au-delà de ces questions féministes, il y a aussi
un scénario qui est hyper intéressant. Moi j'ai adoré découvrir l'évolution du personnage principal, l'évolution de sa relation avec les autres auteurs de la sphère londonienne en fait. Et c'est un titre que je recommande vraiment, c'est hyper intéressant. Et autre chose pour critiquer encore un peu Glénat, parce que on s'en lasse pas, je trouve que le travail qui a été fait au niveau du design, des couvertures et de ce bouquin est à revoir. Alors je suis qui pour dire ça? Absolument personne. J'ai eu le malheur de dire que je trouvais les tomes moches sur Twitter. Il y a eu le gang des fans de ces couvertures qui me sont tombés dessus. Mais je trouve donc que cette espèce d'encart avec cette typo dorée un peu vaseuse et ce motif, j'ai pas trouvé ça exceptionnel personnellement. Mais bon, au-delà de la question du goût et du choix qui a été fait vis-à-vis des couvertures japonaises, je trouve surtout que c'est pas pratique. C'est-à-dire qu'en fait les dos du bouquin, le titre est tellement écrit en petit que quand j'ai voulu le chercher dans une librairie, j'ai mis 15 minutes à le trouver. Parce qu'en fait, c'est écrit en tout petit en doré sur les dos, et quand c'est rangé dans les étagères, en fait, on ne les voit pas. Et entre le branding très candide mais lucide, sexisme en douceur, et voilà, ces choix esthétiques douteux, bah, je pense que je suis pas la seule à mettre juste, être juste passée à côté du titre quoi. Alors après je suis hyper contente qu'il soit publié en France et je pense qu'on peut remercier Glénat pour ça, mais c'est vraiment la première fois que je me dis là franchement il y a un truc à faire quoi. Là c'est vraiment dommage, on passe vraiment à côté du titre à cause de la com en fait qui a été pas faite ou faite de façon voilà. Mais bon, bref, on va encore me dire que je me prends pour je sais pas qui, mais à mon humble avis, je pense que ce sont des choses à revoir. Bon, ça fait au moins 3-4 fois que je refilme cette séquence parce que je n'arrive pas à en parler. On va parler de mon plus gros coup de cœur, le coup de cœur, un de mes plus gros coups de cœur cette année. Il s'agit de Princesse Kaguya. C'est un titre que j'ai découvert parce que j'en entendais régulièrement parler, ça fait vraiment partie de ces shoujo, un peu de référence, et c'était souvent quand même associé au nom de Yumi Tamura. C'est vrai qu'elles se ressemblent un petit peu dans leur style de récit, même si c'est pas du tout la même façon d'aborder les choses. Reiko Shimizu du coup dans Princesse Kaguya nous livre un titre hyper addictif. On y trouve plusieurs personnages qui se retrouvent à retourner sur une île sur laquelle ils ont vécu, et on se rend compte qu'ils sont tous plus ou moins liés par une sorte de malédiction liée à l'histoire de la princesse Kaguya. Donc c'est vraiment étroitement lié au conte, c'est une sorte de réécriture en fait moderne, et c'est vraiment un espèce de mélange entre science-fiction, aventure, body horror. C'est plein d'influences, c'est une sorte de cocktail génialissime avec plein de scènes d'action et des moments hyper touchants et dramatiques. J'avoue que j'ai trop du mal à en parler. Je pense que je vais pas trop m'attarder dans cette vidéo parce que je vous en parlerai peut-être plus dans ma vidéo où je vous parlerai de mes meilleures lectures de l'année ou dans une vidéo dédiée au travail de l'autrice. Mais c'est un immense coup de cœur. Je trouve que c'est un titre qui est un peu plus bordélique que par exemple Seven Seeds qui lui a vraiment... on sent que l'autrice maîtrise tous ses personnages, toutes les ramifications, etc. Là c'est vraiment un cocktail détonnant avec toutes sortes de choses qui se passent, on a envie de continuer, c'est très addictif. Et voilà, c'est un immense coup de cœur. J'adore le style graphique de Reiko Shimizu, c'est magnifique. Pour vous dire, c'est mon fond d'écran, ça a remplacé Bazara. Je n'aurais jamais cru dire ça, on voit pas du tout, mais vous me croyez. Mais voilà, je suis euphorique quoi, à l'idée de parler de Princesse Kaguya. Et promis, la prochaine fois j'en parlerai mieux parce que là je sens que c'est non. Mais voilà, je filme cette vidéo un peu à l'arrache, vous l'avez compris, hein. C'est donc ici que s'arrête ce bilan lecture. Désolée, c'est pas le plus parfait que j'ai pu faire, mais je sais pas, j'avais envie de sortir une vidéo, j'avais pas envie d'être complètement inactive et j'avais le besoin de parler de ces titres que j'ai beaucoup aimé récemment. J'espère que ça vous a plu quand même, j'espère que vous savez que vous pouvez vous abonner, liker, machin truc. J'espère aussi que vous savez que je suis en train de préparer des vidéos un peu plus élaborées que celle-ci, mais en attendant d'avoir le temps de vraiment les filmer, les monter, y réfléchir, je vous filme des vidéos un petit peu comme ça, un petit peu à l'arrache. Mais voilà, salut!